Je vis en Russie et ma rencontre s'est produite il y a environ 1 an, en janvier. Je marchais le long de la digue à 22 heures. Il faisait déjà nuit et il n'y avait personne. Il y a une route à 3 niveaux, une grande rue, puis elle descend vers une plus petite et enfin le talus qui se transforme en un petit sentier à travers une neige épaisse. Imaginez, vous marchez dans une zone industrielle à peine éclairée, sans personne, avec une forêt sur votre gauche et une rivière sur votre droite. Je marchais sur le sentier quand j'ai vu un homme. Son allure m'a tout de suite alarmée. Il avait des skis aux pieds, mais essayait de marcher comme s'il n'en avait pas. J'ai vu l'effort qu'il devait fournir pour ne pas tomber et continuer à avancer. Il n'y avait aucun moyen d'éviter cette personne, car le seul petit chemin dans la neige passe par là. Il me regardait fixement, en souriant. Je ne suis pas sûre qu'il s'agissait d'un prédateur, mais ce sourire avait quelque chose de bizarre. Je me suis dit, s'il arrive quelque chose, je peux le pousser et m'enfuir. Et j'ai continué à avancer. Quand je me suis retrouvée à côté de lui, ceci s'est produit. Tout s'est déroulé en 3 secondes environ. Je surveillais chacun de ses mouvements avec ma vision latérale et à un moment donné, il a disparu. Il n'y a nulle part où se cacher, les arbres sont à 100 mètres et se cacher dans la neige n'est pas une option car vous seriez visible de toute façon. Il avait disparu. Je tourne légèrement la tête dans cette direction lorsque j'aperçois quelque chose juste derrière moi. Il était complètement sombre, à peu près de la même taille que moi, peut-être un peu plus grand, 1,90 m environ. Très mince mais avec une grosse tête, pas de cou du tout. Il se tenait dans une position très menaçante, les bras écartés, comme un animal qui se prépare à attaquer. J'ai détourné la tête et j'ai commencé à courir jusqu'au 2e niveau de la route. Une fois arrivé, j'ai regardé en arrière. Cette chose sortait d'un arbre et quand je l'ai aperçue, elle s'est cachée derrière. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, c'était certain. Lorsque je suis arrivé au 3e niveau, des voitures circulaient à proximité, ce qui m'a un peu calmé. J'ai regardé en arrière. L'homme allumette se tenait à l'endroit où j'étais il y a quelques secondes, en plein milieu de la route. L'ensemble du paysage semblait si irréel que j'ai fini par douter de ma santé mentale. Cette fois, j'ai gardé le contact et j'ai essayé d'examiner cette chose. Il bougeait légèrement d'avant en arrière, mais son corps entier avait une forme noire très stable. Mon instinct de survie s'est réveillé et mon esprit me disait de fuir. J'ai aussi eu l'impression de me dire « Enfin, tu m'as trouvé ». Je pense que quelque chose a essayé de m'empêcher de m'éloigner parce qu'à un moment donné, j'ai eu envie de m'approcher de cette chose. Il était évident qu'elle me suivait et le fait est que je vivais très près de cet endroit. Je ne savais pas quoi faire, soit errer dans les rues pour qu'elle me perde, soit rentrer directement chez moi. J'ai donc décidé de me mettre à l'abri immédiatement, sans me retourner. Cette nuit-là, j'ai eu une paralysie du sommeil. Je me souviens m'être allongé dans mon lit, écoutant le bruit de l'eau de mon aquarium lorsqu'il s'est soudainement arrêté. J'ai pensé que quelqu'un essayait d'attirer mon attention, alors j'ai ouvert les yeux. Juste à côté du lit, il y avait la même silhouette noire. J'ai littéralement vu mes 17 années de vie défiler devant mes yeux. Cette silhouette se tenait à 1 mètre de moi, puis elle s'est transformée en brouillard et a commencé à remplir mes poumons par le nez et la gorge. Quand il a été entièrement à l'intérieur de mon corps, je me suis réveillée, ou bien je n'ai pas dormi du tout, je ne sais pas. Le fait est que je n'ai pas remarqué de différence en moi depuis. La rencontre a été très différente de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Il y a des choses que l'on n'a jamais vécues auparavant, alors on ne sait pas vraiment quoi penser ou ressentir. Je n'ai raconté cette histoire qu'à 3 personnes, et aucun d'eux ne m'a cru. Nous étions en route de Las Vegas vers notre ville natale dans l'Oregon, mais nous nous sommes dit que nous allions nous arrêter à Bend à la fin de la journée, rester à l'hôtel et finir notre longue route dans la ville. Je peux vous dire que si vous passez par les autoroutes 375, 95 pour aller à Las Vegas ou en revenir, cela peut devenir inquiétant avec des endroits où l'assistance routière n'est pas disponible, avec rien d'autre que du sable et des montagnes de terre pendant des kilomètres et des heures.
Je ne le recommande pas, mais chacun est libre de ses choix. Nous sommes arrivés à 11h30 de route et nous avons passé Burns, Oregon. Nous nous détendions en écoutant de la musique pendant que la neige frappait le pare-brise, sans aucune visibilité sur les bords de la route, car il était environ 21h et la nuit remplissait le ciel. Il n'y avait pas de voiture autour de moi, mais je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. De l'anxiété peut-être, comme si je ressentais ça, j'ai entendu des enfants parler derrière la musique qui jouait. Je me suis dit que ce n'était que la musique, mais ma femme m'a dit « J'entends des enfants parler ». J'ai éteint complètement la musique. Ma femme et moi avons approché nos téléphones de nos oreilles pour nous assurer qu'aucun son ne provenait de nos appareils. Tout était éteint et aucun son ne provenait de nos appareils, juste des bruits d'enfants qui parlaient. Il n'y avait pas d'autres voitures à des kilomètres à la ronde. On aurait dit un petit enfant et un enfant plus âgé. J'ai essayé d'écouter ce qu'ils disaient, mais le son donnait l'impression qu'ils étaient dans la voiture avec nous, et je n'avais pas l'intention de consacrer mon énergie à ça, même si je commençais à être vraiment effrayée. J'ai mis la musique à fond, mais je les entendais encore. Cela a duré environ 5 minutes au total. J'ai prié dans ma tête pour ne plus rien entendre et que nous soyons en sécurité. Ma femme, qui ne croit pas beaucoup à ce genre de choses, était vraiment effrayée. Le phénomène a fini par s'arrêter et nous avons poussé un soupir de soulagement tout en discutant et en traitant de ce qui venait de se passer. Nous avons parlé du fait que personne ne croira jamais à ça. C'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué et j'aurais aimé comprendre ce qui s'est passé, mais d'après moi, donner son énergie à des choses inexpliquées peut être dangereux. Je suis content que ma femme ait vécu l'expérience avec moi, comme ça je n'ai pas l'impression d'être seule. C'est en l'entendant dire « Tu entends des enfants » que j'ai su que c'était réel. Ma petite amie et moi étions étudiants diplômés et vivions ensemble dans un immeuble de 6 appartements avec une cage d'escalier extérieure. Il s'agissait d'une vieille maison victorienne qui avait été transformée en appartement. Toute la rue était bordée de bâtiments similaires. L'appartement était situé à l'extérieur du campus, mais à quelques pas de bars, d'un café et de plusieurs restaurants. Le quartier avait une ambiance décontractée et bohème. Les locataires sont un mélange d'étudiants, de jeunes professionnels et de familles. L'endroit est généralement sûr, mais il n'est pas très éloigné d'une partie plus difficile de la ville. C'était un jeudi soir, et comme je suis un oiseau de nuit, il était plus de 3 heures du matin et je venais de terminer un film. J'ai éteint la télévision et je suis allé dans la cage d'escalier pour fumer un peu avant de me coucher. Nous étions en pleine tempête de neige. Il faisait un froid glacial. J'ai rapidement fumé ma cigarette et je me suis précipitée à l'intérieur. Ma copine se plaignait toujours que j'oubliais de fermer la porte à clé et comme à mon habitude, je l'avais laissée déverrouillée. J'ai sauté dans mon lit et au moment de m'endormir, j'ai cru entendre un bruit. Je l'ai d'abord ignoré, puis j'ai entendu un craquement. J'en ai conclu que c'était probablement le vent. Quelques instants plus tard, le plancher commence à grincer. J'écoutais maintenant attentivement. Ma copine a senti que je ne dormais pas et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que je pensais avoir entendu quelque chose. Puis nous avons tous les deux entendu ce qui ressemblait à quelqu'un qui trébuchait sur notre canapé. Nous nous sommes levés et j'ai crié « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Le plancher a de nouveau grincé. Cette fois, à l'unisson, nous avons crié « Qui est là ?» Encore un bruit. Je me suis levée discrètement et j'ai scruté la pièce à la recherche de quelque chose qui pourrait servir d'arme. Je n'ai rien trouvé. Dans mon enfance, mon père gardait toujours une batte de baseball sur son lit et je regrettais de ne pas avoir adopté cette pratique. Nous avons crié à nouveau, mais il n'y a pas eu de réponse.
encore une fois, mais cette fois dans l'obscurité, nous avons été accueillis par un grognement grave et incompréhensible. Je me suis demandé si l'un de mes amis ne me faisait pas une farce. Normalement, il n'aurait pas fait ça, surtout à cette heure, un soir de semaine et pendant une tempête de neige. Ma copine a crié « Qui est là ?» et il y a eu d'autres bruits de pas. L'intrus se trouvait toujours dans la salle, mais il se rapprochait de notre chambre à coucher. Nous avons de nouveau entendu le grognement, mais cette fois-ci, il a été suivi d'un gargouillement et d'une voix disant « C'est Matt ». Nous ne connaissions aucun Matt, du moins aucun qui entrerait dans notre appartement sans y être invité au milieu de la nuit. J'ai regardé ma petite amie. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi effrayé. « Matt qui ?» avons-nous crié à plusieurs reprises. Après une longue pause, il a fini par dire « Je suis ami avec Mike et Kelly. » Nous avons été soulagés. Mike et Kelly étaient nos voisins. J'ai allumé la lumière et je suis entré dans la salle. Il était là, un étudiant d'1m80 à l'allure négligée. Il était complètement ivre. Nos voisins avaient organisé une fête d'avant-match chez eux, suivie d'une virée dans les bars des environs. Ils avaient abandonné Matt et malgré la tempête, il avait retrouvé le chemin de leur appartement. Leur porte était fermée à clé et ses appels téléphoniques étaient restés sans réponse. Son instinct de survie s'était déclenché, il avait cherché de la chaleur dans le premier appartement non fermé à clé qu'il avait pu trouver. Je lui ai dit qu'il nous avait fait peur et qu'il devait partir. Il est sorti et j'ai rapidement fermé la porte derrière lui. Mais le lendemain, j'ai appris que Matt était mort de froid. Il avait été découvert par une autre voisine, blottie à côté de sa voiture, sous l'apprenti du garage. Non, je plaisante. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Matt. Je me souviens cependant d'avoir été un peu inquiet pour lui une fois que mes nerfs se sont calmés. Après coup, j'aurais certainement dû lui appeler un taxi. Je pense que sur le moment, j'étais tellement paniqué que je voulais juste qu'il parte. Je suis sûr qu'il allait bien. Si quelque chose de mal était arrivé, nous en aurions certainement entendu parler. Ça s'est produit il y a environ 4 ans, alors que je chassais dans les montagnes du nord-est des États-Unis. Il y avait de la neige fraîche sur le sol, et il devait y avoir des chutes de neige plus tard dans l'après-midi. Mais c'est une tempête de neige qu'il y a eu à la place, et je ne pouvais pas voir à moins de 10 mètres de moi. J'ai commencé à me diriger vers ce que je pensais être un grand groupe de pins denses à l'est de moi. Mais je ne vois rien. Je me suis trompé à ce stade. Je suis perdu dans une tempête de neige. Il fait presque nuit. Je fouille dans mon sac pour en sortir ma lampe de poche, mais elle ne s'allume pas. Je cherche mes piles de rechange et j'ai oublié de les emporter. À ce stade, je panique un peu. Je ne sais pas où je suis et je commence à ne plus voir. J'ai donc pensé que les gars de la cabane me chercheraient vers 21h30. Il était environ 20h45 et je me suis dit que j'allais faire un feu pour qu'ils puissent me voir quand ils arriveront. Tout était mouillé et il a fallu une éternité pour allumer un feu, mais j'ai réussi à en allumer un. Je suis resté assis jusqu'à 1h30 du matin et j'ai réalisé que je n'étais pas du tout près de l'endroit où j'étais allé chasser et que les gars ne pouvaient pas me trouver. Je panique maintenant parce que je n'ai pas l'équipement nécessaire pour passer la nuit dehors. La température baisse rapidement et même avec mon équipement de chasse et un feu, j'ai froid. Au moment où je pense que tout espoir est perdu, j'aperçois une faible lumière au loin et elle s'éloigne de moi. J'éteins rapidement mon feu et commence à me diriger vers celle-ci en supposant qu'il s'agit d'un autre chasseur qui se promène sur un sentier. La lumière se trouve à environ 400 mètres de l'endroit où je me trouve. Je marche pendant environ 2 heures et je me rends compte que je l'ai suivi, mais qu'il n'y a pas de traces sur le sol, juste de la neige blanche. Dans une tentative désespérée de faire ralentir ce type, je lui crie
« Hé, je suis perdu. Pourrais-tu ralentir ?» Pas de réponse. J'ai continué à suivre la lumière jusqu'à ce qu'elle s'arrête à environ 150 mètres devant moi. J'ai continué à marcher, et plus je me rapprochais, plus elle devenait brillante. J'étais à environ 30 mètres, et j'ai dit « Hé mec, ta lumière est sacrément brillante, pourrais-tu l'éteindre ?» La lumière s'est éteinte. Il n'y avait personne en fait. Il n'y a jamais eu personne. Par contre, la route et mon véhicule étaient juste là. S'agissait-il d'un ange gardien ou de quelque chose d'autre ? C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a plus de 10 ans, alors que j'étais encore en première année du lycée. Ma famille venait de déménager de la ville vers la banlieue et j'avais du mal à m'adapter. Je n'ai jamais été fan de l'école. J'avais toujours quelques années d'avance sur mes camarades de classe et par conséquent, je ne me donnais jamais la peine de faire mes devoirs ou même d'assister à mes cours. Le plus souvent, je séchais les cours pour aller m'amuser. Ce jour-là, il faisait assez froid et une tempête de neige s'annonçait. Je suis sorti de l'école et je suis rentré chez moi. Il y avait un raccourci que je prenais parfois et qui menait à travers une zone boisée. Je le faisais très rarement, car j'ai toujours eu une peur inexplicable des bois. Cette fois-ci, il y avait une autre personne adossée à un arbre et fumant une cigarette. Il semblait avoir à peu près le même âge que moi. Pour une raison étrange, il portait un short et un t-shirt alors qu'il faisait froid. Je n'étais pas très sociable et je n'avais pas l'intention de lui dire quoi que ce soit. Malheureusement, alors que je passais à côté de lui, il s'est mis à marcher avec moi. Je me suis arrêtée et lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a expliqué qu'il faisait froid et que comme il ne pouvait pas rentrer chez lui pour le moment, il avait décidé de m'accompagner là où j'allais. J'ai essayé de lui expliquer qu'il ne pouvait pas venir avec moi et que son comportement n'était pas acceptable. Il a semblé l'accepter et j'ai continué mon chemin, rentrant à la maison sans incident. Il a neigé assez fort cette nuit-là, laissant plusieurs centimètres de neige sur le sol. Le lendemain matin, lorsque mon beau-père est rentré du travail, il est venu me réveiller et m'a demandé de l'accompagner dans le jardin. Lorsque je l'ai fait, j'ai été effrayée de voir qu'il y avait des traces de pas dans la neige allant du trottoir à côté de notre maison, s'arrêtant juste sous la fenêtre de ma chambre. Heureusement, ma chambre se trouve au 2e étage et personne n'aurait pu voir à l'intérieur, mais j'étais quand même contrariée. C'était bizarre. La nuit suivante, j'étais dans ma chambre et je jouais à des jeux vidéo. Il était presque minuit lorsque quelque chose a frappé ma fenêtre, me faisant froid dans le dos. Je me suis levée, j'ai regardé dehors et j'ai vu le mec des bois qui me regardait fixement. Je suis alors allée chercher mon frère, car je ne voulais pas sortir seule pour l'affronter. Nous sommes sortis et il était toujours là. Je lui ai demandé ce qu'il faisait chez moi au milieu de la nuit. Il m'a répondu qu'il pensait que nous pourrions passer du temps ensemble. Je lui ai demandé comment il savait où j'habitais et il est resté silencieux. Je l'ai relancé plusieurs fois et j'ai fini par lui faire admettre qu'il m'avait suivi la veille. Je lui ai ensuite demandé comment il avait su quelle était ma chambre et sa réponse a été terrifiante. La nuit précédente, toute ma famille était allée faire des courses et chercher mon jeune frère. Pendant notre absence, il m'a dit qu'il était entré dans notre maison en utilisant le double de la clé cachée dans le jardin. Il connaissait ma chambre parce que je m'étais changée et qu'il avait reconnu les vêtements que je portais lorsque je l'avais rencontré pour la première fois. À ce moment-là, j'ai dit à mon frère d'entrer en courant, de prendre le téléphone et d'appeler la police. Je n'allais pas le poursuivre, alors nous avons appelé les flics et leur avons raconté toute l'histoire de ce qui s'était passé. Le policier qui nous a parlé savait exactement qui était cette personne après que nous l'ayons décrite, et ce qu'il nous a dit a ajouté une nouvelle couche de terreur à l'histoire. J'ai découvert que cette personne n'avait pas du tout mon âge, mais que c'était un homme d'une 20aine d'années. Il avait déjà été accusé de ce type de comportement et avait même été arrêté et inculpé à plusieurs reprises pour avoir harcelé des gens et être entré chez eux sans autorisation. Je n'ai jamais revu cet homme, mais il y a une autre chose qui, à mon avis, fait partie de cette histoire.
Nous avions un chat à l'époque, et peu de temps après cette rencontre, il a disparu. Nous l'avions depuis des années, et il ne s'était jamais enfui, ni même quitté notre jardin lorsque nous le laissions sortir. La raison pour laquelle je dis que cela fait partie de cette histoire est qu'une bonne amie à moi avait également rencontré cet homme auparavant et avait vécu une expérience terrifiante similaire avec lui. Son chat avait également disparu à l'époque où elle l'avait rencontré, mais ce qui lui est arrivé est bien plus troublant. Son chat avait disparu pendant quelques jours, puis était réapparu dans leur jardin, mort. Son cou avait été brisé. Je n'ai jamais eu la preuve que cet homme avait fait du mal à notre animal, et je ne crois pas qu'il ait jamais été arrêté ou puni pour le rapport que mon frère et moi avions fait. Je ne saurais dire à quel point je suis reconnaissante à ma famille et à moi-même de nous en être sortis sains et saufs. Il s'agit d'un homme très malade, et d'autres qui ont eu le malheur de croiser son chemin n'ont évidemment pas eu autant de chance. Je ne me suis jamais particulièrement considéré comme un croyant au paranormal, ni comme un sceptique complet. Je veux dire que j'allume toutes les lumières pour aller aux toilettes si j'ai regardé un film d'horreur ou lu quelques histoires effrayantes. Alors je dois y croire, au moins jusqu'à un certain point. Un peu d'histoire. Mon père vit dans les Highlands écossais depuis plus de 20 ans et je fais les 14 heures de route aller-retour pour lui rendre visite aussi souvent que possible, 2 à 3 fois par an. J'ai toujours aimé ce voyage, surtout si je suis seule. Quoi qu'il en soit, sur ce trajet particulier, je rentrais à la maison. J'étais partie à la tombée de la nuit, car il y a beaucoup moins de trafic et moins de risques d'être coincé derrière des vacanciers, surtout des caravanes, que je déteste au plus haut point. Je voyageais vers le sud en janvier et le temps était bien différent. Ma voiture affichait une température extérieure de moins 12 degrés et la neige s'arrêtait à peine. Elle ne s'était pas arrêtée depuis que j'étais arrivée chez mon père 4 jours plus tôt. Mes essuie-glaces fonctionnaient à plein régime, mais la neige continuait à s'accumuler sur mon pare-brise, ce qui m'obligeait à rouler environ à la moitié de ma vitesse habituelle. Sur ces routes, il n'y a rien en termes d'éclairage, et ce qui est pire, c'est qu'il y a souvent une grande dénivellation de chaque côté de la route. Ajoutez à ça la neige et l'impossibilité de voir la route, et vous obtenez un potentiel d'accident considérable. Afin de lutter contre ce phénomène, des bâtons de 2 mètres de haut ont été installés sur les côtés de la route avec du ruban réfléchissant au sommet, rouge d'un côté et blanc de l'autre. J'ai donc continué à rouler, la neige ne s'était pas arrêtée et je me concentrais sur les bandes réfléchissantes rouges et blanches pour rester sur la route. Devant moi, j'ai aperçu les faibles feux arrière d'une autre voiture. Une vue bienvenue, car c'était la première que je voyais depuis plus d'1 heure. Tous les autres devaient savoir que ce n'était pas une bonne idée d'être dehors dans cette situation. Au lieu de me concentrer sur les bâtons réfléchissants, je me suis concentré sur les feux arrière de la voiture qui me précédait. Je n'arrivais pas à déterminer de quelle marque ou de quel modèle il s'agissait. Une sorte de SUV blanc ou gris clair, une voiture de vacancier. Je l'ai pensé parce que je pouvais distinguer leur coffre de toit et leur porte-vélo. Lorsque j'ai accéléré pour essayer de gagner du terrain, le véhicule a semblé accélérer aussi. Si je ralentissais, il ralentissait aussi. L'espace entre nous est resté constant. Un peu de temps s'est écoulé, je n'ai aucune idée de combien. J'ai remarqué que la voiture qui me précédait commençait à quitter la route, et j'ai ressenti un sentiment soudain de tristesse et de solitude. Je perdais mon compagnon de voyage, le seul autre signe de vie humaine que j'avais eu au cours des dernières heures. Je me suis alors rendu compte qu'ayant été si déterminé à suivre la voiture qui me précédait, je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, ce qui n'est pas un problème. Il me suffisait de rester sur la même route pendant 3 heures jusqu'à ce que j'atteigne une bifurcation, que je tourne à droite, puis sur la route principale et que j'aperçoive un petit rond-point. Bizarrement, mon GPS affichait signal GPS perdu et me représentait comme un point sur un fond blanc. Il n'avait jamais fait ça. Il avait généralement téléchargé suffisamment d'informations sur l'itinéraire pour que la carte reste affichée à l'écran. C'est alors que j'ai eu une envie irrésistible de suivre la voiture devant moi. Je savais que je ne devais pas le faire. Je n'avais littéralement aucun virage à prendre et je ne reconnaissais vraiment pas la route qu'il prenait. Et plus j'y pense, je n'ai jamais remarqué un virage qui descendait le long de la montagne comme celui-ci, mais peut-être que je n'avais jamais regardé.
J'ai décidé de la suivre. Bien sûr, je l'ai fait. Si je me dis que je ne devrais pas faire quelque chose parce que je pourrais avoir des regrets, je le ferais probablement. Cependant, à l'approche du tournant, j'ai commencé à douter de moi et j'ai pensé que je devais rester sur ma route. Mais j'ai eu beau vouloir continuer à rouler tout droit, mes mains et mon corps ne me l'ont pas permis. J'ai bifurqué. Je n'ai pas reconnu cette nouvelle route. Je n'ai pas non plus reconnu mon ancienne route lorsque j'y étais. Cela ne faisait donc aucune différence. Tout était blanc, tout était sombre. Il y avait beaucoup d'arbres et de bâtons réfléchissants. En fait, c'était exactement la même chose, comme si je n'avais pas bifurqué du tout. 10 à 15 minutes plus tard, la voiture qui me précédait a commencé à s'éloigner de moi, lentement, mais plus vite que je ne voulais conduire dans ces conditions. Alors je l'ai laissé faire, elle ne pouvait pas vraiment s'éloigner de toute façon, puisqu'il y avait nulle part où aller à partir de cette route. Alors je me suis dit que je la reverrais bientôt. Après une dizaine de minutes de conduite en solitaire, j'ai de nouveau aperçu des lumières au loin et cette fois, j'ai rattrapé mon retard rapidement. Les lumières clignotaient au loin. J'ai décidé de m'arrêter pour voir ce qui se passait. En m'arrêtant derrière, j'ai remarqué la quantité de neige sur leur voiture. Sûrement beaucoup trop pour qu'ils se soient simplement arrêtés. Il n'y a pas de traces de pneus dans lesquelles je puisse me garer, mais c'était à 100% la même voiture que j'avais suivie. Je me suis arrêté juste au moment où une femme, vêtue d'un grand manteau bleu, s'est précipitée à ma fenêtre en agitant les bras. Je ne suis pas la personne la plus empathique qui soit, et il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour lire le soulagement sur son visage et voir qu'elle avait pleuré. Elle avait dû s'arrêter parce qu'elle avait crevé et avait expliqué qu'elle attendait là, incapable d'appeler qui que ce soit parce qu'il n'y avait pas de réseau et qu'elle pensait devoir attendre le matin avant de pouvoir partir. Elle avait mis le contact tout en écoutant de la musique et en essayant de faire fonctionner le lecteur DVD pour sa petite fille. Elle a appuyé sur le bouton du siège chauffant à chaque fois qu'il s'éteignait, jusqu'à ce qu'il ne se rallume plus. Sa batterie était morte. Je me suis dit qu'elle exagérait, car cela ne faisait que quelques minutes qu'elle s'était éloignée de moi. Elle n'était pas là depuis longtemps. Plus de 4h30, c'est le temps qu'elle a dit qu'ils étaient restés là. Plus de 4h30 assise dans sa voiture avec son enfant de 18 mois, par une température de -12, sans réseau téléphonique, sans nourriture, ni boisson, et sans aucun moyen de réchauffer l'intérieur de la voiture. Ce n'était donc pas la voiture qui se trouvait devant moi pendant les 2 dernières heures, mais elle avait exactement la même apparence, jusqu'au coffre de toit gris foncé et aux portes vélo. Coïncidence ? Une grosse coïncidence, mais c'est tout ce que je peux logiquement penser. Je me suis soudain senti en colère parce que la voiture qui me précédait ne s'était pas arrêtée pour aider. Peut-être pensait-il que je le ferais. C'est un peu présomptueux de leur part. Je lui ai demandé s'il avait essayé de leur faire signe. Une expression de confusion ou d'inquiétude s'est répandue sur son visage. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas eu une seule voiture pendant qu'elle était là. Je suis sorti et j'ai regardé dans sa voiture, aidé par la lumière de mes phares. J'ai vu que sa petite fille dormait profondément. Je lui ai demandé si elle voulait du café de ma gourde. Elle a dit oui. Je me suis agenouillé dans la neige. Elle avait déjà essayé d'enlever les écrous et avait laissé la clé sur le sol, à côté de la roue. Elle était recouverte d'une couche de neige gelée. J'ai soulevé sa voiture, enlevé son pneu et l'ai remplacé. J'ai placé ma voiture à côté de la sienne. J'ai branché les batteries et je lui ai demandé de démarrer sa voiture. Après ça, nous avons parlé. Je lui ai demandé où elle allait. Starling, a-t-elle répondu. Je vais vous suivre, c'est sur ma route. Elle m'a remercié de l'avoir aidé, de lui avoir parlé et de l'avoir calmé. Elle m'a remercié pour le café et m'a serré dans ses bras. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Je suis monté dans ma voiture, je suis resté un moment à regarder les feux arrière du SUV blanc grisâtre avec un coffre de toit et un porte-vélo. J'ai accéléré, je l'ai rattrapée, j'ai ralenti, elle s'est éloignée. Sa vitesse est restée constante. Je me demandais comment elle n'avait pas vu l'autre voiture qui était exactement la même que la sienne. Je me demandais comment je savais maintenant où nous étions, alors que nous n'avions ni tourné ni pris d'autres routes. La neige s'est calmée à l'entrée d'une ville appelée Kilmahogue. Nous avons atteint un carrefour et elle a tourné à droite. J'ai tourné à droite. Nous roulions maintenant dans la neige fondue. Alors que nous approchons du rond-point, elle a indiqué la gauche pour le premier virage. J'ai indiqué la droite pour le dernier et je me suis garé à côté d'elle. Elle m'a regardé, m'a salué et est partie. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose, m'a emmené dans cette direction cette nuit-là. Il m'a détourné de mon itinéraire habituel, m'a fait sentir que je n'avais pas d'autre choix que de suivre cette voiture,
il m'a guidé vers une femme et son enfant bloqués dans des conditions de froid, sans nourriture, sans eau et sans chauffage.